Salut les terriens! Pour ce journal de la Starbase, nous irons visiter le Texas, où les équipes de SpaceX enchaînent toujours chantier sur chantier à Boca Chica. Plusieurs bonnes nouvelles, avec au programme Mekazila, la tour de lancement qui va bientôt pouvoir célébrer l'arrivée d'une petite sœur en Floride, Blue Origin qui, malgré la décision irrévocable de la NASA, ne compte pas faciliter la tâche de SpaceX et tente toujours de décrédibiliser le Starship pour la mission Artemis, et enfin, nous verrons qu'Elon Musk semble bénéficier de la situation sur Terre pour rafler de beaux contrats au détriment des entreprises européennes. C'est parti! Commençons tout de suite par la nouvelle Starbase qui poursuit gentiment sa croissance sous le soleil de Floride. Le premier segment de la seconde tour orbitale a été posé au Kennedy Space Center, Mekazila va donc bientôt voir sa petite sœur sortir de Terre et la famille des monstres d'acier et de béton s'agrandit. Un deuxième segment a ensuite été acheminé, déjà flanqué des fameux rails qui serviront à faire coulisser les futurs chopsticks de la tour orbitale du Kennedy Space Center. Retournons au Texas car on nous signale des intrus. Et oui, on pourrait penser, au vu des nombreux reporters improvisés à Boca Chica, des foules de passionnés, d'aficionados qui viennent filmer et photographier les chantiers sur la Starbase, que SpaceX accueille à bras ouverts n'importe qui, n'importe quand. Et pourtant, 3 personnes bien curieuses qui se sont permis de venir admirer de près les infrastructures de l'entreprise en ont gentiment fait les frais dernièrement. Elles ont cordialement été conduites par des agents de sécurité qui visiblement n'ont pas voulu les laisser vaquer à leur promenade. Si le QD Arm ne semble pas avoir connu de changement majeur depuis un petit moment, il s'est tout de même vu retirer ses pinces qui ont été descendues au sol, sans doute pour être retouchées afin d'être optimisées. En effet, il semblerait qu'en agrippant le vaisseau lors du dernier essai, ces dernières auraient fait bouger quelque peu le booster, ce qui n'est pas un gage de sécurité optimal. Elles ont bien sûr ensuite été restituées à leurs propriétaires, ce qui fut l'occasion de nous apercevoir que les grid fins du booster avaient aussi été testés, sans doute afin de vérifier leur mobilité. A noter également que les points d'accroche du Super Heavy ont été quelque peu endommagés lors de la connexion avec les chopsticks, les fameux bras de Mekazila, la tour de lancement. Vous pouvez voir cette détérioration en comparant leur aspect quelques mois avant et après. Allez, encore un effort et le White Bay pourra bientôt jouer un rôle prépondérant dans l'assemblage des prototypes. Ce qui sera le plus grand hangar de construction jamais construit sur la Starbase de Boca Chica semble enfin prendre une forme définitive, alors que les ouvriers mettent en place des poutres métalliques qui constitueront sûrement l'ossature du futur toit de cette structure. Mais revenons tout de même au site de lancement, car c'est bien là que s'est produit l'événement majeur de ces dernières semaines. Et oui, car pour la 3e fois, le Starship a été empilé sur son booster le 17 mars dernier. C'était l'occasion pour les équipes de SpaceX de tester le panneau à déconnexion rapide pour le ravitaillement du vaisseau. 2 caméras sont utilisées pour ajuster les 2 connecteurs, 4 actionneurs de rétractation pneumatique et 10 goupilles de verrouillage sécurisent le tout. Le tout premier test cryogénique complet a été effectué dans la nuit du 16 au 17 mars sur la fusée phare de SpaceX. En effet, le S-20 et le Super Heavy B4 ont tous deux subi les tests de pressurisation en même temps, empilés l'un sur l'autre. Le booster a vu ses 2 réservoirs remplis à ras-bord d'azote liquide, qui est le produit utilisé pour les tests dont nous avons parlé dans le dernier journal de la Starbase, tandis que le Starship quant à lui n'a été rempli que partiellement. Et oui, en raison de la masse des 2 étages, les ingénieurs de SpaceX restent très prudents et procèdent par étapes très précautionneusement, et en ne remplissant pas le Starship à 100%, ils évitent ainsi quelques déconvenues qui seraient très préjudiciables pour le Stage 0, il serait dommage en effet de ruiner les efforts de tant d'années en brûlant les étapes. Toutes les bonnes choses ont donc une fin, et après ce nouvel exploit, le Starship a été soulevé par les chopsticks pour être désempilé de son booster. Vous me direz, ok Quentin, c'est bien beau tout ça, mais à quand le premier tir statique du B4 ? Eh bien le journal de l'espace est au regret de vous apprendre que ce ne sera probablement jamais. En effet, Elon Musk a récemment déclaré dans un tweet ceci, le S-20 et le B4 ne seront pas les heureux élus du premier vol orbital, cet événement tant attendu par la communauté et qui devrait donc ne pas avoir lieu avant le mois de mai. Au bout du compte, il semblerait que ce nouveau report arrange l'entreprise d'Elon Musk, qui comme vous le savez, est non seulement dans un développement permanent des 2 étages de la fusée, mais également comme nous l'évoquions dans le dernier journal de la Starbase, toujours en train de construire l'enceinte protectrice de la ferme à ergols, afin de respecter pleinement les mesures de sécurité imposées dans l'état du Texas. Les paris sont donc ouverts au journal de l'espace. Quelles futures versions du Starship et du booster seront selon vous validées par les équipes de SpaceX pour le premier tir orbital ? Comme d'habitude, faites vos pronostics en commentaire sous la vidéo. Le journal de l'espace vous donne un indice, et celui-ci se trouve sur le site de construction. Dernièrement, les sections des réservoirs de méthane et d'oxygène du lanceur B7 ont enfin été empilées. Cette version encore inachevée du booster montre déjà quelques différences notoires avec son grand frère, le B4, mais voyez plutôt.
Un peu plus tard dans la journée, Starship Gazer a en effet capturé cette magnifique image du Booster 7 entièrement empilé dans le grand hangar de construction, sans que les grid fins, les fameuses ailettes orientables, n'aient pour autant encore été ajoutées. Je suppose que les plus passionnés d'entre vous auront remarqué une nouveauté non négligeable sur les flancs de ce Super Heavy, pas vrai ? Et oui, les fameux COPV, destinés aux moteurs Raptor centraux dont nous parlions dans les précédentes vidéos du journal de la Starbase, ne seront plus disposés à la base du booster, mais bien alignés au nombre de 5 unités sur chaque flanc. En effet, SpaceX continue de développer sa technologie comme nous l'avons maintes fois évoqué, en apportant peu à peu des améliorations sur chaque nouveau prototype. Ces structures qui jonchent le sol du site de construction de la Starbase depuis le début du mois de mars d'ailleurs, sont certainement les couvertures aérodynamiques destinées à couvrir ces rangées de 5 COPV sur chaque flanc du B7, alignées parfaitement avec 2 de ces grid fins. Il semble que cette option ait été retenue par les ingénieurs de SpaceX afin que ces couvertures aérodynamiques faisant office d'ailettes augmentent la surface du booster et donc sa portance. C'est une différence remarquable entre les deux versions du booster donc, lui donnant immédiatement un autre aspect. Bien que cela puisse paraître évident sur ces vues d'artistes de SpaceX 3D Creation Eccentrics, cela ne reste encore qu'une supposition, une projection. Alors comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des idées à ce sujet, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. En attendant le mois de mai, voyons déjà quels sont les énormes progrès accomplis ces derniers mois sur le S20. L'occasion notamment pour le journal de l'espace de détailler les différents éléments qui permettent aux Chopsticks de se saisir du vaisseau et de l'aligner sur son booster grâce aux superbes animations de SpaceX 3D Creation Eccentrics que nous remercions au passage pour son précieux travail. Ces cavités que vous voyez sur les flancs du vaisseau sous les ailerons avant sont des points d'accroche et sont exclusivement conçus pour que les Chopsticks puissent empiler le Starship. Des barres amovibles avec leur embout rond font partie intégrante des bras de la tour. 3 caméras 3D servent à aligner l'embout sur l'accroche. Une fois bien alignée, une barre coulisse et engage l'embout rond dans la cavité. Le système est ensuite verrouillé afin que les Chopsticks puissent soulever le vaisseau en toute sécurité. Les points d'accroche qui sont situés en dessous sont quant à eux utilisés pour que les stabilisateurs des bras de maintien de la tour puissent s'y enclencher. Ceux-ci diffèrent de ceux situés juste en dessous des ailerons, mais aussi de ceux du booster. En effet, les points d'attelage des stabilisateurs peuvent être utilisés pour chaque étage de la fusée et sont composés d'un matériau plus souple. Là aussi, 3 caméras 3D permettent un alignement parfait. Une fois engagé, le verrouillage se fait en poussant la tête d'attelage vers le bas. Ces 2 systèmes d'accroche sous les ailerons et quelques mètres plus bas permettent d'aligner le vaisseau au millimètre près sur son booster. Elon Musk ne cesse de communiquer sur ses activités, parfois beaucoup trop au goût de certains. Le PDG de SpaceX a encore fièrement déclaré dans un tweet: une fois optimisé, le Starship, entièrement réutilisable, sera capable de placer environ 150 tonnes sur la même orbite de référence que la Saturne V. En mode extensible, la charge utile de ce vaisseau serait de 250 à 300 tonnes. Pourtant, et malgré l'optimisme permanent d'Elon Musk, nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions sur la viabilité du Starship HLS en tant que futur alunisseur de la NASA. Et oui, Blue Origin, aux surprises, a publié dernièrement une infographie qualifiant le vaisseau de son éternel rival comme étant immensément complexe et à haut risque pour une telle mission. Rien d'étonnant de la part de Jeff Bezos donc, qui en profite pour porter la voix de ses ingénieurs. Ces derniers ont en effet calculé qu'il faudrait 16 lancements de Starship en tout pour que le programme ait une chance de réussir. Pour rappel, nous en parlions dans les Le Saviez-vous consacrés à la Lune, mais également lors de notre interview avec Francis Rocard, astrophysicien au CNES, le Starship HLS ne semble pas du tout optimisé dans sa version actuelle pour allunir sur notre satellite. Mais visiblement, Elon Musk, défendant bec et ongle son vaisseau, n'en démord pas et a répondu ceci dans un tweet: 16 lancements, c'est extrêmement improbable, et il développe: la charge utile du vaisseau en orbite est d'environ 150 tonnes, donc un maximum de 8 lancements pour remplir les 1200 tonnes du vaisseau lunaire. Sans aileron ni bouclier thermique, le Starship sera beaucoup plus léger, les pieds d'atterrissage lunaire n'ajoutent pas grand chose, 1/6 de la gravité terrestre, il ne peut avoir besoin que d'un demi-plein, soit 4 vols de ravitailleur. Monsieur Musk, dans son analyse, semble mettre de côté les 100 tonnes annoncées de charge utile et les systèmes de vie pour l'équipage, sans parler du SAS et de l'ascenseur dont nous voyons les premiers prototypes sur ces images. Le 11 mars, la NASA confirmait pourtant les dires du patron de SpaceX en publiant à son tour une infographie qui confirmait les 4 vols de ravitaillement. Il est donc certain que sur ce point nous aurions bien aimé en savoir un peu plus. D'autant que la NASA elle-même vient de rebattre les cartes de manière inattendue. Elle vient en effet d'annoncer que si Artemis 3, le premier alunissage habité de ce siècle, se fera bien à bord d'un Starship HLS, un second contrat de développement pour un atterrisseur lunaire sera bientôt attribué à un autre industriel américain. Un tour de passe-passe administratif qui permet à l'agence de ne pas revenir sur sa décision de sélectionner SpaceX, mais qui devrait lui offrir une solution de rechange probablement plus légère et répondra aux exigences du Sénat en matière de concurrence.
Une décision qui doit ravir Blue Origin et les autres écartés du premier appel d'offres. Mais ce n'est pas tout, car la NASA demande également à SpaceX de revoir la conception de son Starship pour, je cite, « respecter les exigences de l'agence pour un service régulier lors d'une deuxième mission de démonstration ». Un coup de tonnerre à n'en pas douter pour les équipes de SpaceX, dans la mesure où le Starship HLS, avec tous les coûteux développements qu'il représente, pourrait possiblement, dans le pire scénario, n'être utilisé que pour 2 missions seulement. En parlant de logistique pour ravitailler le Starship, sur la gauche vous pouvez voir le vaisseau orbital qui servira de dépôt pour les ergols. Il sera plus grand que les Starship ravitailleurs, d'une hauteur presque égale à celle du booster, et n'aura pas d'aileron ni de bouclier thermique puisque celui-ci restera en orbite terrestre. Il sera envoyé en premier lieu, puis 4 autres ravitailleurs seront lancés, ces derniers auront à contrario tous des ailerons et des boucliers pour la rentrée atmosphérique sur Terre. Ce sera alors au tour du Starship HLS d'être lancé, de venir s'amarrer au vaisseau de dépôt pour se ravitailler, afin de prendre enfin la direction de la Lune. Une fois autour, il devra s'amarrer au Lunar Gateway, le portail lunaire s'il est prêt d'ici là, qui sera une mini-station internationale pour les missions sur la Lune. Le SLS lancera enfin la capsule Orion avec à son bord 4 astronautes qui iront s'amarrer au Lunar Gateway. 2 astronautes prendront alors place à bord du Starship HLS pour allunir et resteront à la surface pendant 6 jours et demi avant de remonter s'amarrer au portail lunaire et de retourner à bord de la capsule Orion pour enfin rentrer sur Terre. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ce que prévoit le plan de SpaceX et de la NASA si tout se passe comme prévu. Et si la station Gateway n'est pas prête dans les temps, tout se fera alors directement entre la capsule Orion et le Starship HLS avec un simple transfert de véhicules. Bon, simple, tout est relatif, hein. Ça c'était pour les annonces au sujet de la Lune, mais si on revient sur un sujet plus terre à terre, trop de communication produit aussi l'effet inverse. Vous avez sans doute vu, si vous suivez l'actualité spatiale et plus précisément celle de SpaceX, les échanges hallucinants sur les réseaux entre Elon Musk et Rogozin, le directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos. Ici, nous vous passerons les détails puérils entre ces deux hommes, mais il est intéressant de noter que le grand gagnant occidental de ce conflit semble pour l'instant être SpaceX, puisque comme nous en parlions vendredi dernier dans le journal de l'espace, de nombreux lancements de satellites européens qui devaient se faire avec des fusées russes sont tous en train de signer des contrats avec l'entreprise Elon Musk, et même OneWeb a annoncé que sa constellation de satellites internet serait alors lancée par son concurrent SpaceX. Il est donc bien dommage que la fusée Ariane 6 ne soit pas prête à l'heure qu'il est, car elle aurait pu bénéficier elle aussi de ce revirement de situation. Enfin bref, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Voilà les terriens, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à la partager, à nous faire part de vos remarques et à faire briller ce pouce bleu pour soutenir l'équipe du Journal de l'Espace. À vendredi, salut les terriens!